Ouais, la foudre est tombée à 10 mètres de nous une nuit. Il y a une nuit aussi où on a dormi à la dérive et en fait, on a fait face à une tempête avec des vagues d'1,50 m. Ouais, on a vraiment cru y passer plusieurs fois et ça m'a fait vraiment très très peur. Le 8e jour, je voulais abandonner. Je voulais abandonner parce que j'avais trop peur, j'étais trop fatigué, j'en pouvais plus, quoi. Je dormais pas. On savait pas du tout combien de temps on allait mettre pour faire la traversée parce qu'il y avait même une journée où on n'a pas du tout nagé à cause des conditions climatiques avec le vent, tout ça. Donc non, franchement, c'était trop dur et le 8e jour, j'ai voulu abandonner. Et en fait, Malia et Mathieu m'ont remobilisé, ils m'ont rassuré, ils m'ont fait reprendre confiance un peu au projet et même en moi-même. Et voilà, on est allé au bout. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Bienvenue à tous dans la deuxième partie de cet épisode avec Théo Curin, consacré à ces différentes courses épiques. Cet épisode vous est proposé en collaboration avec Harmonie Mutuelle, fidèle partenaire de Théo, qui accompagne au quotidien ses 5 millions de bénéficiaires en santé, prévention et prévoyance et donne à chacun les moyens d'être acteur de sa santé et de la société. Convaincu que le sport est un puissant déterminant de santé, Harmonie Mutuelle se mobilise pour mettre la France en mouvement. Entre événements sportifs, actions de prévention et services auprès des entreprises, Harmonie Mutuelle entend sensibiliser le grand public à l'importance de l'activité physique au cœur des territoires et au sein de ses entreprises clientes. Salut Théo. Salut Guillaume. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, comment ça va ? Franchement, ça va très très bien et toi ? Ouais, t'as bonne mine, je trouve, par rapport à l'enregistrement de l'épisode précédent. Tu trouves ? Ouais, t'as l'air en pleine forme. Ça fait plaisir. Écoute, j'ai pris un peu le soleil pendant ces derniers jours, donc ça me fait plaisir. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je vous invite à écouter le premier épisode qu'on a enregistré ensemble avec Théo. On est beaucoup revenu sur son parcours de vie, sur son rapport au sport, sur ses défis, sur sa façon de fonctionner. Voilà, plein de belles choses. Théo, merci de t'être livré comme ça aussi généreusement. On enregistre toujours cet épisode le 10 mai, c'est la subtilité de ce podcast, donc je refais une petite intro calendaire. C'est la date de naissance aujourd'hui de Fred Astaire, un acteur et danseur américain, de Bono, le chanteur de U2, de Marlène Othey, qui est une athlète jamaïcaine, triple championne du monde d'athlée, qui est très 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 solide, de Linda Evangelista, un top modèle canadien, je ne sais pas si tu as connu, moi, là, pas mal hanté ma jeunesse, j'aimais beaucoup, et Aya Nakamura. Avec laquelle de ces 5 personnes tu voudrais passer une soirée d'anniv, parce que c'est aujourd'hui. Il y a Fred Astaire qui n'est plus là malheureusement, Bono le chanteur de U2, Marlène Othey une athlète de très haut niveau. U2, ouais, Bono. U2, ouais. Il a des choses à raconter, je pense. Ouais, bien au-delà de sa musique. Il a sorti un bouquin, là, une bio qui est apparemment très très riche, où il parle de tous ses engagements aussi, notamment il est très très engagé D'accord. Sur les sujets humanitaires. Ok, très bien. Recommandation bibliographique du jour. Donc, voilà, tu ça as un petit apéro avec Bono ce soir. Ok. Ouais, on oublie ton enregistrement d'émission, tout ça. Ouais, je veux bien. On l'appelle ? Allez, on y va. C'était son numéro. C'en est fini de cette introduction. On va parler maintenant de la première de tes 3 courses épiques. On va remonter le temps en 2020 avec le Half Ironman des Sables d'Olonne. Donc, je vais en planter le décor rapidement. C'est le moment si tu veux te prendre une petite goutte de café. C'est le bon moment pour ça. Créé en 2019, l'Ironman des Sables s'est imposé comme une course majeure dans l'ouest de la France et plus particulièrement en Vendée, un événement qui rassemble près de 3000 coureurs, nageurs et cyclistes chaque année début juillet. Le tracé de 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied fait évoluer les athlètes au sommet de leur capacité physique. Avec 600 mètres de D+, en cycliste et une portion de 400 mètres de course à pied sur la plage, l'Alpha Ironman des Sables d'Olonne présente son lot de difficultés sur un terrain qui combine sable, forêt et route au fil de son parcours. Le départ est donné dans le canal du port des Sables d'Olonne d'où part l'emblématique Vendée Globe. Les athlètes s'élancent dans l'eau depuis la plage en face du centre de congrès Les Atlantes. Les concurrents doivent traverser le canal jusqu'au port en moins de 1h10. Une fois leur monture récupérée dans le parc à vélo sur la place du Vendée Globe, les participants peuvent entamer la partie cycliste. Cette boucle de 90 km les mène au cœur de la Côte Lumière, à travers une quinzaine de communes vendéennes et des paysages variés saisissants. Au-delà de la barrière horaire de 3h50, les concurrents ne pourront pas poursuivre la compétition sur la partie vélo plus natation.
N'hésite pas à me corriger, Théo, s'il y a des choses qui te semblent... Non, pour le moment, je suis d'accord. C'est tout bon, tu valides. La dernière épreuve se compose de 3 boucles à courir sur un parcours plat totalisant 21 km. Les triathlètes fouleront la promenade du Remblai avant de rebrousser chemin autour du lac Tanchet. Le record de cet Ironman 70.3 est détenu par Pierre Lecor en 2022 qui s'est imposé en 3h41 minutes. Non, c'est pas moi qui a toi, t'es deuxième, je crois. Ouais, juste derrière. Mais il y a la photo finish et c'est lui qui a gagné, c'est une injustice. Pardon. Bravo à Pierre. Aujourd'hui, l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne est le deuxième meilleure course au monde selon les participants avec un taux de satisfaction de 99,71%. Tu vas donc pouvoir nous dire, Théo, si tu fais partie de cette large majorité ou des 0,29% qui n'ont pas kiffé cette expérience. Avant qu'on parle de cette belle course épique, il y a un classique dans le podcast. Donc là, il y en aura 3 aujourd'hui parce qu'on va parler de 3 de tes défis majeurs. C'est la question qui pique. Alors là, ça rigole pas. C'est une petite question, je taquine un peu, mais c'est évidemment bienveillant. Je pense que tu commences à me connaître. Ça va être un vrai faux sur les Sables d'Olonne. La première de ces questions, les JO se sont déjà déroulés aux Sables d'Olonne. C'est faux. Alors c'est vrai, mais c'est fourbe, parce qu'en fait, c'est les Jeux Olonnais qu'on appelle les JO. Sables d'Olonne, Olonnais, c'est les JO. Alors il y a des épreuves. Bon, non, mais... Attends, écoute bien le nom des épreuves. Crachat de Bigorneau, course de Rosalie, le lancer de tongs, la bataille de Coton-Tige, tu vois, donc c'est quand même assez prestigieux. On n'en parle pas suffisamment. C'est vrai. Paris 2024 prend toute la lumière, alors qu'il y a les JO quand même au Sables d'Olonne. C'est clair. Et justement, je vais candidater pour faire partie de l'équipe. On compte sur toi. Porter le maillot de l'équipe de France dans ce genre de circonstances, ça doit être magique. Ça transporte. C'est clair. Deuxième question de ce vrai faux. Le célèbre et redoutable Marathon des Sables est une épreuve de 42,195 km au Sables d'Olonne. Bah non. Ouais, non. C'est dans le Sahara. Oui. C'était il y a pas longtemps en plus là. J'en reviens, tu sais mais peut-être non pas. Mais oui, je l'ai fait. Ah merde. C'était géant. Ouais. Pardon. Je suis pas encore apte à vraiment repratiquer du sport depuis là. Ça fait 10 jours seulement, donc là je suis en redescente. J'ai même pas eu l'info quoi. Ça s'est bien passé. Top. L'édition a été redoutable. Une énorme chaleur. C'est le deuxième plus gros taux d'abandon de l'histoire, donc on a eu 50 degrés. Ouais, j'ai fini, ouais. Il y a eu 300 abandons. Ça a été une boucherie-charcuterie là, mais c'était fabuleux. Je suis encore un peu à moitié là. Tu me vois, mon enveloppe physique. Ouais. Mon esprit est avec toi, mais il y a une partie qui est un peu encore dans le Sahara. Ah bravo. Franchement, cette course, je la trouve hallucinante. Franchement, tu sais, moi j'ai des grosses difficultés de marche. J'ai pas une très grande autonomie de marche avec mes protèges. J'ai souvent tendance à blesser et tout. Mais si j'avais pas eu ces contraintes de prothèses qui me blessent tout ça, je pense que c'est une course qui m'aurait émerveillé et qui m'aurait un petit peu chauffé. Donc franchement, bravo. Je trouve cette course incroyable. Gentil, ouais. L'autonomie, c'est un gros sujet. L'autonomie de bouffe, là, c'est un beau chantier. Bouffiophiliser, tout ça, c'est énorme. C'est très chouette. Bon, tu as trouvé la bonne réponse en tout cas, Théo. Tout va bien. Dernière question. La ville des Sables d'Olonne figure au Guinness Book. C'est en effet la ville qui compte la rue la plus étroite du monde. La plus petite, en largeur. Non, c'est pas vrai. Ah, si, c'est vrai. Mais en même temps, ouais, c'est vrai. Je vois pas comment tu pourrais avoir la réponse en vrai. Mais elle fait 40 cm. Du monde. 40 cm à sa base et 41,6 à 1 mètre de hauteur. Et tu sais, c'est où l'avenue la plus large du monde? Los Angeles. Non. Amérique du Sud, je sais pas pourquoi, je le sens. Non? Ouais. C'est vrai? C'est en Argentine. Ok. Buenos Aires? Ouais. C'est la grande avenue à Buenos Aires. Je sais plus le nom de l'avenue. Enfin voilà, j'essaye de donner une info, mais je donne l'info à moitié. Mais c'est l'avenue, en gros, comme l'avenue des Champs-Élysées pour nous, mais là-bas. Et c'est la plus large du monde. Et en gros, ils ont fait des travaux de malade pour pouvoir avoir ce record-là. Voilà, c'était la petite info du jour. Tu m'as repiqué à ma question qui pique. Eh ben, t'as été un peu à la rue sur cette question qui pique, mais ça nous ouvre un large boulevard pour pouvoir continuer le récit de cette aventure. On en a parlé tout à l'heure en 2020. C'était pas la grosse rigolade. Là, il y avait le Covid. Enfin, le contexte était particulier pour toi. Tu nous l'as dit. Comment est-ce qu'elle est née, cette envie de participer à Alpha Ironman? Il fallait forcément un projet sportif pour pouvoir un peu donner du sens à ces mois un peu vides et coincés à la maison. En fait, c'est drôle parce que j'ai fait mon premier semi-marathon en fauteuil pour la web-série To Zero. J'avais fait en fait à distance, en plein Covid, avec Estelle Denis et Stéphane Niagana. Eux, ils devaient le faire les yeux bandés avec un guide pour être en situation de cécité comme un athlète qui est non-voyant. Et puis moi, de mon côté, je l'ai fait en fauteuil et chacun en Zoom, on était en train de faire le semi-marathon. Et quand je finis mon semi-marathon, justement, Anne, ma manageuse, m'appelle, elle me dit ça dirait pas de faire les Sables d'Olonne, le Alpha Ironman, maintenant que tu as fait un semi-marathon, ça va le faire.
Et là, je dis, bah oui, ok, y a pas de problème. Mais en fait, quand je dis ok, y a pas de problème, c'est que j'ai aucune idée de ce que c'est cette course. Et du coup, j'accepte et c'est déjà trop tard. C'est le half qui t'a un peu eu. Tu t'es dit, ok, Ouais, half, je fais un gros, half, semi, c'est... Oh, ça va être la moitié. Et en fait, non, il aurait fallu encore un truc un petit peu en dessous. Une petite recherche Google pour vérifier ce que c'était, dans quoi tu t'étais embarqué. C'était quoi les choses les plus difficiles dans la prépa? Parce que là, on parle d'avoir 3 disciplines à préparer. C'est une galère de trouver du temps pour tout ça. Est-ce que tu arrivais à te motiver de façon constante sur les 3 disciplines ou est-ce que voilà, il y a des choses qui étaient quand même moins simples? Mais en fait, j'ai fait beaucoup de fauteuils. Bon, la natation, ça allait le faire et tout, mais j'ai fait pas mal de fauteuils, pas mal de muscu pendant le confinement, justement, pour préparer le half. Mais en fait, il y a eu un gros boulot sur la partie vélo parce que je devais le faire en handbike, donc un vélo à main. Et en fait, le handbike, ça porte bien son nom parce que quand t'as pas de main, c'est quand même un peu plus compliqué. Et je me suis rendu compte de ça, genre 3 semaines avant la course, quoi. Et donc, du coup, changement de plan. c'était plus possible, changement de plan. Je suis allé voir un fabricant de vélo à côté de chez mes parents, en Lorraine. Je leur ai dit, les gars, moi, il me faut un vélo, là. Il me faut un vélo parce que je vais faire le Alpha Ironman des Sables d'Olonne. Est-ce que c'est possible de m'adapter à un vélo avec remonter les freins, inverser le frein arrière à gauche, tout ça? Il me dit, OK, il n'y a pas de problème. Bon, on va vous préparer ça. Et il me dit, bon, vous voudrez avoir quand le vélo? Et je dis, bah, dans 3 jours maximum, quoi. Il me dit, ah oui, d'accord, ok. Et du coup, en fait, ils se sont mis à fond. Et 3 jours après, j'ai eu mon vélo. Et du coup, j'ai eu le temps de faire 2 sorties. Ouais, c'est 2 sorties et ça fait pas beaucoup. Dont la dernière sortie où j'ai fait quand même 60 km. Je m'étais arraché. 60 km, j'étais mort, défoncé. Et quand j'arrive devant chez mon père, dernier virage, je tombe. Et tu te blesses? Non. Et je me blesse pas, mais bon, il y a quand même plus rassurant. L'avant-veille d'une course, une petite chute, ça fait jamais très plaisir. Tu te sens prêt? Tu as le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait? Bah, j'ai le sentiment d'avoir fait ce que je pouvais faire, quoi, en fait, en termes de timing, en termes d'adaptation, tout ça. Mais bah maintenant, voilà, le plus reste à venir. J'avais parlé, j'avais annoncé ça à la presse, donc il faut le faire, quoi. Donc j'y vais et puis bah on voit ce qui se passe, quoi. L'objectif, c'est finir. L'objectif, c'est de finir. De toute façon, il n'y a pas du tout d'objectif de temps parce que j'ai aucun athlète dans ma situation en France qui a déjà fait cette course et tout ça. Le quadrillon amputé n'avait fini la course. Voilà. Donc, du coup, non, je dis, bon, bah, au pire, bah, tu vas pas jusqu'au bout et puis, bah, au mieux, tu vas jusqu'à cette ligne d'arrivée. Comment se passe la nuit? Comment t'es la veille de grands événements comme ceux-là ou de grands rendez-vous? Est-ce que t'es nerveux? Est-ce que ton tempérament un peu inquiet, stressé dont tu parlais prend le dessus? Mais justement, c'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est la veille d'une course, la veille d'un défi sportif et tout. Moi, je dors si mal. Je déteste parce que je fais beaucoup de visualisation mentale avec mon préparateur physique. Et en fait, je l'ai tellement visualisé cette course que la veille, j'y suis déjà dedans, quoi. J'y suis déjà, quoi. Et bah, du coup, j'arrive pas à dormir. Limite, je suis en train de prendre le vélo dans la chambre, je suis en train de taper un dos crawlé au milieu du lit. Non, mais vraiment, c'est une catastrophe. Mais voilà, depuis toujours, j'ai des nuits compliquées la veille d'une course. Il paraît que c'est l'avant-dernière qui compte, où il peut se passer à peu près n'importe quoi sur la nuit qui précède. Un rendez-vous comme ça, c'est pas très préjudiciable. Bon, et bah, tant mieux. Je vérifierai les sources de ça, mais j'ai toujours entendu ça. Mais ça me rassure. C'est peut-être pour pas stresser les gens aussi. Il y a moyen. Se lancent dans des trucs comme ça. T'as des routines ou des petits rituels? Il y a des choses que tu fais et qui te réconfortent? J'ai pas forcément de... T'as pas de chanson culte, de petit porte-bonheur, de ton petit déj que tu fais toujours de la même façon? Non. Justement, j'essaye d'avoir le moins d'habitude possible pour que si un jour bah je peux pas le faire pour telle ou telle raison, bah que je sois pas démuni et avoir cette sensation qu'il me manque quelque chose, quoi. Tu t'en as pas rendu compte, mais on est le dimanche 5 juillet 2020 désormais. Tu es sur la ligne de départ. T'es dans quelle disposition là? On touche au but, ça fait des mois que tu prépares, on a quelques minutes du départ. T'es hyper impatient ou la nervosité est à son comble? Tu te sens comment? T'as envie d'y aller? Je suis en fait là, au départ d'une course, à chaque fois j'ai une sensation qui est très bizarre. J'ai l'impression que je suis je sais pas, je suis tellement remonté que je suis tellement, puis en plus j'ai pas dormi de la nuit, donc je suis à moitié fatigué, à moitié j'ai chaud, j'ai froid et il faut que j'y aille, quoi. Et franchement, je suis un peu en euphorie, quoi. Et j'attends qu'une seule chose, c'est que le mec il appuie sur son bip bip là, parce que moi je suis en train d'exploser dans ma combi, j'ai chaud et tout, il faut que j'y aille, quoi. Et puis le moment arriva et c'est fou, quoi.
La natation, on imagine, c'est une épreuve que tu maîtrises tout particulièrement. Elle s'est passée en toute sérénité, ça a été? Ouais, franchement, aucune difficulté. J'ai bien nagé. Le seul truc qui m'énerve dans la natation en eau libre, c'est que les bonnets, ils ont souvent tendance à s'enlever. Ok. Ils glissent sur notre tête. Et donc, du coup, à la fin, on a l'air un peu con parce qu'on a le bonnet Teletubbies en sortant de l'eau. au-dessus des oreilles. Et du coup, bah voilà, j'ai le bonnet au-dessus des oreilles quand j'arrive, quoi. Mais c'est le seul truc. Sportivement, ça Mais s'est bien passé. sportivement, ça s'est trop bien Au passé. niveau du style, Au niveau du style, j'étais dégoûté, quoi. 12 Mais, sur 20. ouais, Ouais. Et c'est Non, le plus mais- important, Exactement. évidemment. Mais oui, bien sûr. C'est ça, Non, évidemment mais pour ça. voilà, j'arrive en fait et je suis très content parce que on avait mis en point des petites choses avec les bénévoles pour pouvoir m'aider parce que on Les arrive sur un transitions, c'est un ponton, vrai les sujet, ouais. transitions. Et donc en fait, il y avait quelqu'un qui m'attendait. Qui m'a porté sur son dos, qui m'a emmené jusqu'à l'espace où il y avait mon vélo et un fauteuil, mon fauteuil à moi. Et du coup, à ce moment-là, je vais sur le fauteuil, enfin on me pose sur le fauteuil, je me sèche et je commence à enfiler mes prothèses parce que je nage sans mes prothèses de jambes. Et là, ça y est, c'est parti, quoi. Je monte sur le vélo et je me dis, oh mon Dieu, Le saut dans le vide. qu'est-ce que ça va donner cette histoire? Ça a été galère. On peut spoiler la suite de ce que tu vas me dire, mais ça a été très compliqué. Ouais, je suis parti, j'étais bien, Guillaume, j'étais bien. Ah, franchement, j'étais bien. Je suis parti, j'avais l'impression d'avoir des jambes de feu, je cartonne. 45 bornes en 2 heures, Non, c'est mais ça? je vois sur mon, comment on appelle ça, le chronomètre, enfin Ouais, j'aurais pas le mot, mais je vois ce que c'est. On va faire travailler notre imagination. le petit écran, voilà, qui est connecté avec la roue et qui nous dit à quelle vitesse on roule, tout ça. Et là, je vois que je roule à 28 km/h. Mais moi, ça se trouve, c'est rien, 28 km/h pour les triathlètes. Mais en vrai, d'habitude, j'ai une moyenne de 22, 23, quoi. Voilà. Et là, je me dis, c'est trop bien. Et au bout de 11 km, je me dis, je suis trop bête. Parce que tu regardes 12 km/h. Je regarde, mais vraiment, je sais plus le nombre de kilomètres que j'ai, mais j'avance plus, j'ai mal aux cannes et tout. Et ça a été ça pendant 70 km à peu près. Est-ce que l'idée d'abandonner, elle te traverse l'esprit? C'est inconfortable, mais tu peux le tenir. C'est inconfortable. Je me dis tout le temps, je me dis à ce moment-là, mais pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je m'inflige ça? J'étais vraiment pas obligé de faire un truc pareil, nanani, nanana. Et en fait, à chaque fois, je suis des fois, je suis un peu bête. Je mouline. J'ai des crampes aux jambes. En plus, ce qui est assez gentil, mais ce qui m'énervait à la fin, c'est que, du coup, je suis parti avec les professionnels à la nage. Donc, je suis arrivé avec eux. Franchement, j'ai plutôt bien nagé. Et par contre, après, il y a plus de 1000 athlètes qui sont partis derrière nous en natation, qui vont prendre leur vélo. Et là, il y en a un par un qui passe, qui me double en vélo, quoi. Donc, le premier qui me dit, allez Théo, courage. Parce qu'on a notre petit dossard, donc les mecs et les filles me reconnaissent. Et donc, le premier me dit, allez, courage. Le deuxième, courage. Et puis, le millième, franchement, j'avais envie de lui mettre un coup dans ses rayons, quoi. Ah ouais, c'est bon, quoi. J'ai déjà fait ça aussi, une course à pied où je suis parti trop devant. Et sur les courses, pour moi, je la résume en 2 mots, c'est à gauche. Parce qu'on a passé, les gens ont passé leur course à me dire à gauche pour me dire qu'ils allaient me dépasser par la gauche. Et c'est hyper démoralisant. Ouais. Oui, à gauche, je sais, à gauche. J'ai compris, j'ai bien vu. T'étais pas au bout de tes peines parce qu'après il y a eu la course à pied. Ouais. Donc là il y a eu un petit passage sur le sable qui a été complexe, qui n'était pas prévu. Enfin, tu avais anticipé cette partie-là ou tu t'es fait aider, en fait, tu t'es fait porter? Ouais, en fait on avait un petit peu anticipé. Enfin, en fait on savait qu'il allait y avoir une partie dans le sable, mais on savait pas du tout comment on allait faire. Et en fait je me rends compte que c'est impossible de rouler avec le fauteuil dans le sable. Donc en fait je remonte sur le dos de la personne qui était là ce jour-là. Et puis les autres bénévoles portent le fauteuil. On fait c'est quoi, il devait y avoir 70 mètres, 80 mètres dans le sable. Et puis dès qu'on retourne sur la route, et on pose sur le fauteuil et c'est reparti, quoi. Puis là il y avait 3 boucles à faire et c'est l'enfer aussi parce qu'il y a des passages avec des graviers, il y a un faux plat et le faux plat en fauteuil c'est l'enfer. Et puis au retour du coup le faux plat ça devient une descente, mais il y avait le vent de face. Jackpot. Massacre. Tu sens la ferveur autour de toi, on en parlait là des coureurs qui t'encourageaient, j'imagine que le public aussi est très très présent. Est-ce que tu arrives à recevoir ça ou est-ce que tu es dans l'effort, tu es trop focus sur toi, ce que tu es en train de vivre et tu es concentré là-dessus, ou tu arrives à sentir cet élan et ce souffle? Mais non, parce que en fait je suis tellement surpris de l'ambiance et de l'engouement des gens, et puis c'est la première fois que je réalise un truc sportif où je suis en contact avec les autres. Quand on est à la piscine, on a la tête dans l'eau, on n'entend pas forcément le public et tout.
aussi à l'arrivée et au départ. Mais on va dire que là, pendant l'effort, d'entendre les gens, leurs mots, leur soutien, leur émotion, il n'y a rien de plus motivant. Donc non, franchement, pendant la course à pied, c'était le kiff quand même de pouvoir entendre les gens. Tu boucles cet Alpha Ironman des Sables en 6h53 et tu deviens le premier quadri-amputé à finir un half marathon des Sables. Tu vois, j'ai un biais. Oui, forcément, franchement, il faut que je décroche. Un Alpha Ironman, pas des Sables. C'est quoi ton sentiment? C'est beaucoup d'émotions. Est-ce que c'est la fatigue qui prend le dessus? Est-ce que c'est de la fierté? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Ouais, c'est de la fierté. Je commence à chialer à ce moment-là. Je pleure parce que je suis fatigué. J'ai dépassé mes limites et je suis fier, quoi. Je suis content. Je suis content parce que c'était une période pas facile avec le confinement, tout ça. Et finalement, ça a payé, quoi. Et on est allé au bout et c'était trop chouette. Parce qu'en plus, c'est pas juste la fin d'une course, c'est comme la fin d'un projet de vie structurant de plusieurs semaines, plusieurs mois, dans lequel il y a beaucoup d'investissements émotionnels. C'est clair. Et puis, surtout, c'est quand même le défi sportif qui m'a permis d'avoir ce virage, en fait, dans ma carrière de sportif, de partir de la compétition paralympique à aller vers des courses, entre guillemets, un peu plus extrêmes. Et voilà, après, c'était parti. C'était trop bien. Il y a une étape qui peut être importante en tout cas, et c'est qui est un peu de post-rationaliser, en fait, d'étudier, d'analyser la façon dont s'est passée la course. Est-ce que tu es du genre, après les courses, à passer du temps à essayer d'analyser, de comprendre comment sont passées les choses? Là, il y a notamment le sujet du vélo qui va donner ensuite à une étude posturale que tu as menée qui va te permettre aussi de préparer mieux pour la suite. En tout cas, cet aspect-là, fort des apprentissages que tu as eu sur la course. Est-ce que tu passes beaucoup de temps aussi à te nourrir de ce qui s'est passé pour essayer d'être encore plus affûté sur le défi d'après? Sur le moment, franchement, j'essaye de switcher un peu parce que forcément, quand on fait un défi sportif, une course, toutes les sportives et tous les sportifs qui nous écoutent le savent, on y pense tous les jours, on fait pas mal de sacrifices pour aller jusqu'à ce jour J, ce jour de compétition. Et par contre, quand c'est fait, moi j'aime bien switcher pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et plus trop en entendre parler. Rideau. Ouais, franchement, rideau pendant quelques semaines parce qu'on a tellement laissé d'énergie dans le projet que c'est bien aussi de se dire ok, ça c'est fait, quoi. De toute façon, on pourra plus refaire cette course. Enfin, on peut pas la refaire. On peut refaire sur une autre édition, mais cette course, elle est faite, point barre. Elle est écrite. Et c'est vrai que j'aime bien pouvoir faire rideau et passer à autre chose. Une image que tu retiens de cet Alpha Ironman, là tout de suite, celle à laquelle tu penses là. Je la vois. Ah non, toi tu la vois pas, alors je peux pas la voir. Si, c'est mon papa. Mon papa était là à la course. Et c'était trop bien de le voir aussi, parce que c'était important pour moi qu'il y ait au moins un de mes parents ce jour-là, parce que comme je l'ai dit, c'est un tournant dans ma petite carrière de nageur et tout. Et de voir que j'arrivais au bout de cette course, ça l'a rendu fier, encore une fois. Et c'est toujours pareil, moi ça m'a touché. Ça prend en tripes, au cœur, même plus que les tripes. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup Théo. Maintenant, on va passer à ton deuxième défi, le défi Titicaca. Je vais juste te présenter pour que nos auditeurs aient bien en tête ce qu'est le lac Titicaca. Déjà, c'est important pour bien comprendre dans quoi tu t'es lancé. C'est un lac d'altitude qui est situé dans la cordillère des Andes, alors à la frontière entre le Pérou et la Bolivie. C'est le plus haut lac navigable au monde. Il culmine à l'altitude de 3812 mètres. Tu l'avais? 3800, ouais, tu ça. l'avais. Mais pas au mètre près, là. Tu m'as impressionné. De tête, bien sûr. Ouais, J'ai aucune fiche sous les yeux. Mais j'ai un disque dur interne qui processe vite. 8000 km², une profondeur maximale de 327 mètres, 190 km de long, 90 km de large. On est sur un bon gros lac, là, quand même. Hein. On n'est pas sur une petite piscine de jardin. Alors, je vais faire un peu de mythologie parce que j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ces gens qui travaillent avec moi qui m'a aidé sur le sujet. C'est l'instant culture de ce podcast parce que quand même, on est des sportifs, mais on a aussi quand même des trucs dans la tête, quoi. C'est l'idée. Hein. Non, c'est vrai. Faut le montrer. On raconte qu'il y a très longtemps, les hommes vivaient insouciants et heureux dans la vallée à proximité du Titicaca. Les terres étaient alors très fertiles. Les Apus, les dieux de la montagne, les protégeaient et ne leur interdisaient qu'une chose, aller au sommet des montagnes où se trouvait le feu sacré. Alors qu'est-ce qu'ils ont eu envie de faire, eux, évidemment ? D'aller en haut de ce sommet qui était interdit. Forcément. Assez logique. Donc c'est le diable qui les a encouragés jour après jour à s'aventurer vers la cime des montagnes et a fini par les convaincre. Et les Apus surprirent les habitants en train d'escalader la montagne et devinrent furieux. Ils lâchèrent des pumas qui dévorèrent toute la population sauf un couple. Et en voyant ce massacre, Inti, le dieu soleil, pleura durant 40 jours et 40 nuits. Et c'est ainsi que s'est formé le lac Titicaca. Ah ouais. C'est les larmes de ce dieu pendant 40 jours et 40 nuits qui ont formé le lac Titicaca. Les larmes.
Voilà. Et quand le soleil revint, le couple qui s'était réfugié dans une petite barque remarqua que les pumas s'étaient transformés en pierre. Tout est bien qui finit bien. Voilà, ça c'est la partie mythologique. Quant à toi et ton défi, Théo, c'était en novembre 2021. Tu t'attelles donc au défi Titicaca que tu as créé pour l'occasion. C'est une traversée du lac à la nage de 108 km dans une eau à 12 degrés en totale autonomie. Un projet que tu entreprends avec Malia Metella, vice-championne olympique de natation, et l'éco-aventurier Mathieu Wittwood. Question qui pique, c'est la deuxième. Ça va bien se passer. Je t'ai parlé de Puma, quand je t'ai parlé de la mythologie et de la symbolique en lien avec le Titicaca. Il fait partie de la liste des petits félins et pas des grands félins, contrairement aux lions, aux jaguars, aux léopards. Est-ce que tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui distingue le puma des autres fauves? C'est quoi la principale différence avec un lion, un jaguar, un léopard? Il y a une chose qu'il ne sait pas faire. Que fait un lion, par exemple? Rugir. Ah ouais. Et ouais. Le puma, ça ne sait pas rugir. En fait, ils ont un os hyoïde, pas facile à prononcer, qui est rigide, qui est entre la base de la langue et le larynx. En fait, le fait que cet os soit rigide l'empêche de pouvoir rugir. Il peut ronronner, mais pas rugir. Et donc, il n'a pas le droit d'être un grand félin. C'est un petit félin, contrairement au jaguar, au léopard, à la panthère des neiges, tout ça. Oh merde, miskin. Ouais, pas facile. Mais t'as pas à rugir, t'inquiète pas. C'est une question pas très facile. D'accord. Peut d'entre nous retrouver la réponse. À nouveau, ce défi Titicaca, qui a eu l'idée? Comment ça arrive jusqu'à vos cerveaux et ça se concrétise? En fait, ça part d'une discussion avec Anne, ma manageuse, et après, chaque personne se rajoute en fait à cette aventure. Et c'est ce qui me rend le plus fier, en fait. C'est pas tant d'avoir fait ce défi. Évidemment, je suis très content et très fier d'être allé au bout, mais ce qui est le plus marquant pour moi, c'est d'être parti d'une page blanche, tous les deux, avec Anne. Et puis, à la fin, on est plus d'une dizaine de personnes autour du projet, avec des médecins, avec des spécialistes de l'altitude, avec des spécialistes sur le froid. Passionnant, ça a monté cette équipe. C'était incroyable, quoi. Mais il a fallu quand même beaucoup de temps et surtout une grosse préparation parce qu'on s'est préparé pendant 15 mois au froid, parce que l'eau était à 12 degrés, à l'altitude, parce que voilà, on a dit... Ça, tu vas sur des sites particuliers pour aller travailler ça spécifiquement? Ouais, à Font-Romeu, donc on dort dans des chambres hypoxiques, c'est-à-dire que dans ce Creps où on allait à Font-Romeu, ils ont des chambres en fait où ils peuvent gérer le taux d'oxygène à l'intérieur, donc on dormait à 3000 mètres, 3800 mètres des fois pour simuler, et puis justement c'est la nuit où notre corps s'habitue le mieux. Donc voilà, on a fait plusieurs stages pour voir comment on réagissait tout ça, et c'est cette préparation de 15 mois qui nous a permis d'arriver les plus près possible. Il y a la dimension équipe qui est, au sens là, c'est un défi que vous partagez concrètement aussi à trois dans l'effort. C'est quoi un peu le rôle de chacun? Là, si on était dans un western, ce serait qui le bon, la brute et le truand? Non, il n'y a pas de truand, j'ai mis de nom de ça, mais par la force des choses, chacun apporte une brique un peu spécifique au projet. C'était quoi un peu l'idée sur chacun de vous trois? Malia, elle apportait justement un beau message parce qu'elle, ça faisait 11 ans qu'elle avait arrêté de nager. Donc, c'était un beau message justement et de prouver que il est jamais trop tard, quoi. On peut toujours se relancer des challenges, on peut toujours se remobiliser quand on a envie. Et je pense que c'était un beau message à envoyer à tous, que ce soit les hommes ou les femmes. Mathieu, lui, il avait un message écologique. Lui, c'est un éco-aventurier. Donc, c'est-à-dire que chaque aventure sportive qu'il réalise, il y a toujours un message écologique. Et justement, toutes les empreintes carbone, tout ça sont calculées. Et puis moi, évidemment, c'est parler de la différence, du dépassement de soi. Et voilà, ça a été... On se complétait. On avait tous aussi des rôles aussi pendant la traversée et c'est ça qui était important, quoi. Fallait pas qu'on laisse de place au hasard, à la chance, parce qu'on n'en a pas eu de la chance là-bas. Donc en fait, il fallait tout calculer et tout prévoir. Il y a vous, mais il y a aussi une partie logistique pour visualiser pour les auditeurs du podcast qui n'ont peut-être pas vu ces images. Vous aviez un radeau, en fait, que vous tiriez avec vous. C'était quoi le principe et un peu la gestuelle? L'idée, c'était d'alterner chacun, d'aller se reposer. Vous aviez des vivres qui étaient posés sur ce radeau. Enfin voilà, vous dormiez dessus comme si on devait se projeter dans un quotidien. La traversée a duré 11 jours. Ouais. C'est quoi une journée type? Comment ça se passait pour vous? Du coup, c'est vrai qu'on avait un radeau de 500 kilos à tracter, qu'on avait éco-conçu. Donc, en fait, on avait récupéré un ancien catamaran. Et puis, tous les matériaux qu'il y avait à bord, c'était des trucs qu'on avait récupérés ou achetés d'occasion. Donc, c'était leur seconde vie au minimum. Et en fait, on prévoyait de
de nager parfois tous les trois, des fois faire des relais un par un, tout ça. On voulait nager 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, 1 heure chacun. Et en fait, ça s'est jamais passé comme ça le jour de la course, enfin de la traversée, parce que en fait, on dépendait uniquement des conditions météo. C'est-à-dire que c'est pas nous qui ont été pire qu'aujourd'hui à Paris, on peut le dire. Ah ouais, non, mais là aujourd'hui. C'est de la gnognotte. Aujourd'hui, là, Paris, c'est sunlight des tropiques, quoi. non, franchement, c'était galère. Donc, en fait, on décidait pas quand est-ce qu'on nageait. Franchement, on nageait quand la météo nous le permettait, c'est tout. Donc, on se retrouvait à nager des fois à 2 heures du mat, seulement pendant 1 heure, et puis on renageait 3 heures après. Et puis il y avait des temps de break quand même possibles avec des ancres flottantes, c'est ça, voilà, si j'ai bien compris? Des ancres flottantes en fait, les ancres flottantes, c'est une espèce de parachute qui se gonfle dans l'eau et qui stabilise en fait un peu l'embarcation. Puis des fois, on arrivait à se beacher sur des petites plages, tout ça. Beacher, c'est pas dire du mal des gens, c'est vraiment se poser. Non, se beacher, en fait, c'est aller vraiment au plus proche de la plage et de mettre, on va dire, le bord et le bout de l'embarcation à moitié sur le sable, à moitié sur l'eau. Quelle était la chose que toi, tu appréhendais le plus avant ce défi-là? Mon manque de smartphone. Ah oui. Non, mais c'est vrai, hein, parce qu'on est vraiment devenu addict de ces cochonneries-là, du smartphone, des réseaux sociaux. Et puis même, en fait, c'est devenu normal pour nous de pouvoir envoyer à un pote, tu veux manger quoi ce soir? Ou juste demander, c'est quoi, je sais pas, ton adresse, tout ça. Mais en fait, moi, je n'avais pas du tout de portable, donc je pouvais même pas demander à mes parents comment ça allait. Je pouvais même pas demander des nouvelles. Et puis, surtout, je pouvais plus aller sur les réseaux. J'avais pas du tout de portable. Et c'est ça qui me faisait peur. Et en fait, franchement, j'y ai pas pensé une seule fois. Mes parents, mes proches m'ont manqué, mais physiquement. Et mon portable m'a pas du tout manqué. Vraiment c'est bon pas. signe, ça veut dire qu'on est addict, mais qu'on peut s'en sortir. Ouais, c'est comme la cigarette, comme toutes les addictions, je pense, finalement. En fait, on se fait beaucoup de mal, mais en fait, on peut s'en sortir. On peut se rendre compte que on peut l'oublier. La course, elle s'est pas du tout passée comme prévu. Vous avez fait des très, très grosses frayeurs. La foudre, tempête, de la grêle sur le bateau. Il manquait que le lâcher de Puma, finalement. Pour que le tableau soit parfaitement complet. Tu t'es vu rester dans cette aventure? Tu t'es vraiment fait peur de façon presque vitale? Oui. Ah oui. Ouais, la foudre est tombée à 10 mètres de nous une nuit. Il y a une nuit aussi où on a dormi à la dérive et en fait, on a fait face à une tempête avec des vagues d'1,50 m. Ouais, on a vraiment cru y passer plusieurs fois et ça m'a fait vraiment très très peur. T'es content d'être à 3 particulièrement dans ces moments-là? Moi, j'imagine que chacun embrasse à un moment le rôle de celui qui va remobiliser les autres et que ça tourne un peu. Grave, mais tu sais, la phrase « l'union fait la force », ça peut paraître un peu, on l'a entendu 10 000 fois, cette phrase, elle nous fait chier, mais en fait, franchement, elle est vraie, quoi. Et cette traversée, quand t'es dedans, tu te rends vraiment compte que tout seul, t'aurais arrêté depuis un moment. Et en fait, quand t'es à 3, le stress, il est réparti en 3. Quand il y en a un qui va un peu moins bien, les 2 autres vont le rassurer. Et puis, quand c'est un autre, en fait, ça tourne, quoi. Et c'est ça, l'avantage d'être à plusieurs. T'as eu envie de lâcher? Oui. Le 8e jour, je voulais abandonner. Je voulais abandonner parce que j'avais trop peur, j'étais trop fatigué, j'en pouvais plus, quoi. Je dormais pas. On savait pas du tout combien de temps on allait mettre pour faire la traversée parce qu'il y a même une journée où on n'a pas du tout nagé à cause des conditions climatiques avec le vent, tout ça. Donc non, franchement, c'était trop dur et le 8e jour, j'ai voulu abandonner. Et en fait, Malia et Mathieu m'ont remobilisé, ils m'ont rassuré, ils m'ont fait reprendre confiance un peu au projet et même en moi-même. Et voilà, on est allé au bout. Ce que les gens cherchent parfois aussi dans ces aventures, au-delà du dépassement physique, c'est un temps d'introspection et une espèce d'aventure intérieure. Est-ce que toi, tu avais envie de ça? Est-ce que tu as réussi à le trouver dans ce défi? Ou est-ce que tu étais trop dans l'effort, dans la souffrance, pour avoir le temps de cogiter sur qui je suis, à quoi je sers, où je vais? Non, franchement, on a eu tellement de temps mort, entre guillemets. En fait, le plus dur, ça n'a pas été tant la traversée à la nage, parce que franchement, on avait bien réparti les rôles, etc. Ce qui a été le plus dur, justement, c'était la survie, le fait d'être en totale autonomie, d'être coupé du monde, tout ça. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de moments où on a coupé, quoi, où voilà, on était chacun dans notre coin, malgré c'est tout petit le radeau, mais on avait nos petits coins, etc. Et des fois, je me posais, et c'est vrai qu'on avait le temps de réfléchir, de se poser des questions et tout. Et je me souviens, je me faisais cette promesse que, putain, quand je rentrerai, je vais faire tel truc, je vais revoir tel pote que j'ai pas vu depuis longtemps et tout. Et en fait, on se reconcentre vraiment sur l'essentiel, quoi, sur les petites choses simples de la vie.
À la fin, il y a beaucoup d'émotions. C'est très touchant pour avoir vu votre arrivée en vidéo. C'est un moment très fort. Là, c'est du soulagement, en fait. C'est plus de se dire, j'ai fini ce défi, c'est je m'en suis sorti vivant de cette histoire. C'est ça que tu ressens? Ouais, même dans une vidéo, là, à l'arrivée, j'ai putain, on a failli crever, j'ai eu peur de crever, tout ça et tout. Et après, seulement, je finis par dire, et je suis trop fier de nous, et c'est ça, réaliser ses rêves. Mais en fait, franchement, à l'arrivée, la première chose que je pense, c'est ça y est, quoi, je vais plus avoir peur la nuit des orages, tout ça. Ce soir, je dors à l'hôtel, dans un vrai lit, même s'il y a de l'orage, même s'il pleut, je m'en fous. Je pourrais dormir. La sauce, je suis prêt. Ouais, dans mon petit caleçon là, trop bien. Là, j'ai pas obligé de mettre une doudoune, plus une veste, plus un pantalon, un surpantalon et tout. Bref, c'est des trucs tout simples, quoi. Dormir avec un vrai matelas, un oreiller et tout. Et puis les liens, j'imagine, avec tes partenaires, quand t'as connu ça, là, t'es soudé à vie. Ouais, franchement, c'est une complicité qui est particulière, quoi. On se connaît pas depuis 10 ans, on n'est pas de la même famille, on vient d'horizons quand même tous les trois différentes, donc pourtant on est ultra proches, quoi. C'est une complicité qui est pas comme les autres. Ouais, c'est pas que des amis, c'est pas des gens de ma famille, mais c'est quelque chose de fort. Est-ce que cette aventure qui se passe comme ça dans la difficulté pour des raisons qui vous échappent, est-ce qu'elle peut te dissuader de te lancer dans un défi après? Est-ce que tu peux en arriver à te dire ok, j'arrête, c'est trop? Ou est-ce que très vite la flamme se réallume sur un autre projet et tu as envie d'autre chose? Ou ça peut te mener à te dire ok, stop, c'est trop là? Je me souviens au départ, quand je rentre en France après Titicaca, je me dis plus jamais je fais un truc comme ça. Franchement, c'était trop dur, c'était débile et tout. Et en fait, 2-3 semaines après, je dis bon, c'est quoi le prochain truc, quoi? On va parler du coup d'après. On a encore une dizaine de minutes d'échange ensemble. On va un peu plus au sud, si je dis pas de bêtises, l'Argentine, hein, c'est un peu plus au sud. Un petit peu plus au sud, ouais. Ouais. On va vérifier. Peut-être plus à l'est. On va regarder sur notre carte. On va faire appel à un ami pour avoir la réponse. Là, on va en Argentine, à l'occasion du défi Santa Fe Coronda, et non pas du défi Santa Fe Corona, qui consiste à pas travailler et boire des bières mexicaines, ou le Sainte Coronda, qui consiste à relier Saint-Étienne et Coronda. Tu vois, il y a la Saint-Étienne et puis il y a la Sainte Coronda. Waouh, pas mal. Là, on parle de carrément autre chose. Théo, à nouveau, ça va être la présentation de la course. Cette fois, c'est Santa Fe Coronda. Donc, cette course, elle a été créée en 1961. Elle a habituellement lieu au mois de janvier ou de février en Argentine, ce qui n'a pas été le cas pour toi. Cette course de nage en eau libre de 57 km est une épreuve redoutée à juste titre et se déroule dans la province de Santa Fe. Elle relie les villes de Santa Fe et Coronda, d'où son nom, chacun l'aura compris, en passant par Santo Tomé. Entre 1961 et 1989, cette course a été annulée à plusieurs reprises en raison de problèmes économiques ou de troubles politiques, mais c'est un rendez-vous désormais annuel depuis 1990. Les vainqueurs de la course l'emportent en un peu moins de 8 heures, sachant que la course doit être bouclée en 10h30 maximum. Les nageurs sont suivis par des bateaux de soutien tout au long de la course pour assurer leur sécurité et leur fournir de l'eau et des ravitaillements. Cette course tire aussi sa réputation de son eau opaque et boueuse, réduisant considérablement la visibilité. La température élevée de l'eau entre 26 et 29 degrés est susceptible d'entraîner un risque plus fort de déshydratation. Les courants sont très importants et perturbent la trajectoire de nage. Bref, pas mal de difficultés sur le chemin et sur le parcours de cette course. Sans oublier bien sûr la présence de méduses, de piranhas ou encore de caïmans. C'est tout un zoo qui se donnait rendez-vous sur ton parcours, Théo. On va s'intéresser aujourd'hui tout particulièrement à l'édition 2022, dont le départ a été donné le 15 novembre dernier, après avoir été décalé de 2 jours en raison de conditions météo défavorables. Mais avant ça, tu ne vas pas y échapper, c'est la dernière de la journée. C'est une bonne nouvelle, Théo, c'est le retour de la question qui pique. Elle a été un peu tirée par les cheveux, donc j'espère que tu vas pas me scalper. Oh. Coronda, c'est une ville d'Argentine qui est dans la province de Santa Fe. Elle est aussi la capitale du département de San Jerónimo, de cette même province. Donc la question qui pique, elle va concerner Jerónimo. Okay. Le lien est un petit peu tiré par les cheveux, hein, je l'avoue. Je l'avoue aussi. C'était un chef indien. Ouais. Qui a continué à se battre très longtemps contre le Mexique et les États-Unis pour les droits des Amérindiens. Est-ce que tu as une idée à 500 personnes près du nombre de soldats qu'il a eu à ses trousses pour finalement l'attraper en 1885? Il s'est fait attraper par des militaires américains et mexicains. C'est beaucoup? Ah, c'est beaucoup. Ils y sont mis à pas mal là. À 500 près. À 500 près? On est sur du millier là, on peut y aller. Vraiment millier, beaucoup? Pas mal. Pas 10 000, mais pas loin. Ah! Ouais. Pour un mec. Enfin, ils étaient 135 avec sa troupe. 5 000.
8000. Alors, il y avait 5000 Américains et 3000 Mexicains qui étaient à leur trousse. Et ils ont finalement, ils ont réussi. C'est une catastrophe. Je suis tellement loin. Non, c'est hyper dur. Attends, voilà. Mais il avait l'air de rien. À 60 ans, il était encore là à essayer d'échapper à la police. Il avait son groupe, aux militaires. Ils étaient 135 et ils ont réussi à leur échapper pendant plusieurs mois. À un moment, il en a eu marre. Il a voulu faire semblant de signer un armistice. Et puis finalement, ça lui plaisait pas. Donc, il s'est rééchappé, profitant de la nuit. Et ensuite, c'est là où ils ont été poursuivis par 5000 soldats américains. C'était près d'un quart de l'armée permanente qui était sur les trousses de Geronimo. Et 3000 soldats mexicains. Il a pu leur échapper pendant 5 mois. Et finalement, ils en avaient un peu marre de cette vie faite de fuite. Et le 4 septembre 86, il s'est rendu au général Nelson Miles, en Arizona, et en déposant les armes, il est devenu le dernier dirigeant indien à se rendre officiellement à l'armée américaine. Voilà, fin de l'histoire pour les Amérindiens. Incroyable. Pas facile. Non. Je te propose de tourner la page et de passer désormais à ton défi sans café Coronda. Non, mais c'est toujours bon à savoir. Tu t'es entouré pour ce projet-là, pas pour ce projet-là, mais en tout cas de Stéphane Leca, qui a été quadruple vainqueur de l'épreuve. C'est une course qui est très spécifique, c'est important pour toi d'avoir une expertise très propre et très liée à l'événement que tu prépares. Ce que t'apportait Stéphane. Mais c'est clair, parce qu'en fait, je le dis, j'aurais pas fait la course si j'étais pas accompagné par Stéphane, parce que c'était trop l'inconnu. Et puis là, encore une fois, aucun athlète paralympique avait fait cette course. Donc on n'avait aucune idée du temps que j'allais pouvoir mettre, etc. Puis j'avais besoin de quelqu'un qui connaissait le parcours, qui connaissait justement les difficultés, etc. Même si chaque année, en fait, les difficultés ne sont pas les mêmes, parce que voilà, ça reste des milieux naturels. Donc en fait, des fois, c'est plus simple une année qu'une autre. Et voilà, on s'est entraîné pendant 1 an, et puis ça a été difficile, parce que c'était encore une autre manière de m'entraîner avec du courant. C'était encore d'autres difficultés que je connaissais pas. Ce que tu as appréhendé le plus, justement, il y avait des crocodiles, des piramas, de l'eau boueuse qu'on appelle solide, c'est ça? J'ai cru entendre ça. C'est ça. Le courant, il y a l'embarras du choix, en gros, pour passer un moment compliqué. C'était quoi, toi, ton point d'attention particulier? Moi, j'avais très très peur du contre-courant. En fait, il faut savoir que 90% de la course se fait avec du courant favorable, on va dire. Par contre, il y a 10-15% de la course qui s'appelle El Vado. Et en fait, c'est une rivière qu'on croise à un moment donné en descendant et qu'on doit emprunter pendant plusieurs kilomètres, donc à contre-courant. Et ensuite faire une boucle et redescendre pour rejoindre le grand fleuve et aller jusqu'à Coronda. Et c'était cette partie-là qui me faisait peur, parce que j'avais peur de rentrer dans la rivière à contre-courant et en fait de jamais avancer, quoi. De jamais avancer et de jamais pouvoir aller jusqu'à la bouée et faire demi-tour. Et en fait, voilà, je suis rentré dans la rivière, j'ai avancé, je progressais. Mais par contre, je me suis blessé quand je suis rentré dans ce courant contre. Et ça a fait mal, quoi. Et je me suis blessé au bout d'1 heure et demie de course. Avant de parler de ta blessure qui est survenue très tôt, tu étais aussi venu avec 2 jeunes en situation de handicap. Il y avait aussi à nouveau une portée plus sociale, peut-être cette fois, sur cette démarche-là. Exactement. Maintenant, j'ai envie que les défis que je fais servent concrètement à quelque chose et surtout à des gens. Et là, j'ai pris avec moi 2 jeunes qui sont en fait dans une association que je parraine, qui s'appelle l'association Raphaël Lorraine, qui consiste en fait à réaliser des rêves d'enfants malades. Et en fait, du coup, je suis parti avec Chloé et Ryan, et en fait on a vécu quelque chose d'assez fort aussi, parce que eux ils étaient un tout petit peu plus jeunes que moi, et le but c'était de les emmener sur le terrain, voir les difficultés, mais aussi voir les bons moments, et ils ont vu vraiment tout ça en live, et ça a été très très fort de faire ça avec eux. Tu t'es blessé donc au bout d'1 heure et demie. Est-ce que tu avais eu des signaux avant-coureurs d'une possible blessure là, ou c'est juste la faute à pas de chance, ça sort de nulle part et quand même très tôt dans cette épreuve qui compte vraiment un paquet d'heures de course? C'est la faute à pas de chance, parce que j'ai eu aucun signal avant la course, pendant les entraînements. J'ai eu aucune... Franchement, je pensais que j'étais en pleine forme, que tout allait bien, que j'avais des bonnes sensations, tout ça. Et en fait, d'un coup, j'ai senti une douleur atroce dans l'épaule gauche, qui a perduré en fait jusqu'à la ligne d'arrivée, quoi. Donc j'ai nagé environ 7 heures, 7 heures avec la blessure. Un peu plus, ouais.
Qu'est-ce qui te fait tenir dans ces cas-là? C'est ta responsabilité, c'est aussi pour les autres et tout ça? Justement, je pense que c'est la responsabilité. Tu sais, quand il y a pas mal de gens qui travaillent sur tes projets, justement, qui recherchent des partenaires, qui montent les déplacements, qui croient en toi et tout, quand tu fais venir de jeunes aussi pour les faire un peu rêver, leur montrer justement que tout reste possible, tu te dis je peux pas abandonner quoi. Et là franchement je pense que j'étais pas loin quand même de remonter sur le bateau, mais j'avais trop la hargne quoi, j'avais trop la rage et je suis allé au bout quoi. Par contre après j'ai trinqué jusqu'à pendant pas mal de temps. Tu peux nous le dire si on boit la tasse pendant ce temps t'as fait Kuranda, qu'est-ce qu'on a dans la bouche là? Franchement je sais pas, mais juste pour la petite anecdote, voyage retour dans l'avion, j'ai passé je pense 4 heures sur 8 aux toilettes, ouais. Ce qui est beaucoup. Ce qui est énorme. C'est trop long. Ouais, j'ai inventé une couleur à l'atterrissage. J'étais même plus blanc, j'étais même pas jaune sur mon visage, j'étais multicolore, quoi. Ça allait pas. Avec un petit vernis métal par-dessus. Voilà, exactement. Pour parler de la course, quand même, tu as fini après 8h52 d'effort. Tu es le premier athlète handisport à terminer cette épreuve. Vous étiez 18 sur la ligne de départ. Il y a eu pas mal de casses aussi, ce qui illustre la rigueur et l'exigence de l'épreuve. Le vainqueur a mis 7h47. C'est un Argentin, Mathias Diaz Hernandez. Et la première femme, Erika Jensen, elle aussi argentine, l'a bouclée en 8h15. Cette course, elle t'a appris des nouvelles choses sur toi? Est-ce que chaque course est un apprentissage, te conforte dans ta confiance, te révèle des choses? Ouais, elle m'a appris justement que je pouvais encore un peu me surprendre parce qu'en fait, j'ai découvert des limites encore plus loin, quoi. Je veux dire, Titicaca, déjà, j'étais surpris de mes capacités. Mais là, je me suis surpris parce que nager 7 heures avec une blessure, je pensais que j'aurais arrêté. Voilà, j'aurais arrêté avant. Mais en fait, j'ai appris ça. J'apprends de mes capacités. Et puis surtout, c'est encore une fois des rencontres, quoi. Tu as parlé là de Mathias qui a gagné la course. Il faut savoir que quand je suis arrivé en Argentine, on a appelé une ostéo pour me faire un massage. Il me masse et tout. Et je lui demande ce qu'il fait dans la vie. Il me dit, je suis nageur et ostéo. Je dis énorme, je dis moi je vais faire la Santa Fe Kuranda. Il dit moi aussi. Et puis il a gagné la course en fait. Incroyable. Il m'a massé et puis 4 jours après il gagne la course. C'est improbable. Fou. Donc c'est plein de rencontres comme ça et le sport c'est quand même extraordinaire pour les rencontres quoi. Tu vois, tu vis des choses quand même que tu vis pas tous les jours et c'est ça que j'aime aussi. Merci beaucoup Théo pour cette course épique. Bravo encore à toi parce que c'était un putain de morceau, pardon pour la vulgarité, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Il y a une tradition finale dans le podcast, c'est une citation, un motto. Est-ce que tu as une devise ou une phrase qui pourrait incarner un peu ta façon d'apprendre la vie ou une phrase de motivation dans tes défis? Est-ce qu'il y a, alors si elle n'existe pas, la formule-toi, ce qui toi t'habite? Moi, je dis souvent qu'il faut faire de sa différence une force, parce que je pense que ça peut parler à tout le monde, parce que finalement, tu es différent de moi je suis différent par rapport à toi, on est tous différents. Et on a le même t-shirt. Et on a le même t-shirt, sauf que toi, tu as une petite poche que moi, j'en ai pas. Voilà, c'est bon, elle est là, la différence. Non, mais tu vois ce que je veux dire, donc je pense qu'on peut tous se reconnaître dans le mot différence, mais quelle qu'elle soit, on peut toutes et tous en faire une force, quelque chose qui nous met en valeur, qui nous donne de la force. Et surtout, je veux dire aux gens que quoi qu'il puisse nous arriver, on peut tous et toujours s'accorder le droit de rêver. Merci beaucoup Théo, c'est malheureusement déjà la fin de ce double épisode. On peut dire que tu as mis plus que les bouchées doubles, ça ne veut rien dire, les bouchées doubles, et que tes mots, comme souvent au Scrabble, ont compté triple par leur puissance et par le sens que tu y mets. Merci d'avoir partagé avec nous ces courses et ces défis épiques. Tu nous as fait voyager et surtout, tu nous as fait vibrer, tu m'as fait vibrer. Merci pour tout ce que tu as pu donner. Bravo aussi pour ces belles réalisations et ces grands moments de dépassement, le message que tu portes en te donnant les chances de les réaliser, parce que c'est beaucoup de boulot. Tu l'as dit que tu rechignais un peu sur les prépas et tout ça, mais en vrai, t'as pas dû compter tes heures et ton engagement sportif, émotionnel, et puis t'as accompli et t'as réalisé tout ça, donc c'est un formidable message d'espoir pour tous, les non-sportifs, les sportifs, les non-valides, les valides, on met tout le monde dans un même panier, et puis voilà, c'est plein d'espoir pour tout le monde. Et puis c'est aussi une façon de valoriser, de sublimer, on l'a dit, les vertus si merveilleuses du sport et la puissance de sa dimension collective, parce que tout ça, c'est des aventures partagées. Donc pour tout ça, pour ta gentillesse, pour ta spontanéité, ta générosité, je te remercie infiniment. C'était un super bon moment. Et puis voilà, sois sûr qu'on va suivre toutes tes aventures à venir. Tu nous as parlé de 2024. Moi, j'en connais des petites choses et tout. Ça va être un super projet. On a hâte que tu nous dévoiles tout ça. On va les suivre avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection, si tu me l'autorises, Théo. Mais avec grand plaisir et merci beaucoup pour ce moment. C'était génial. À bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant.
Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.